Octobre 1993. Le premier président élu démocratiquement au Burundi, Melchior Ndadaye, est assassiné. C'est le début d'une crise sociale et politique qui va durer plus de 10 ans. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées. Beaucoup d'autres sont exilées ou déplacées. Au-delà des pertes humaines, l'environnement est aussi victime de la crise et est sérieusement affecté sur tout le territoire. Décembre 2002. Le dernier éléphant du Burundi est abattu. En exil au Canada depuis 1996, la curiosité et la nostalgie me poussent à rentrer au pays afin de constater ce qui reste des beautés de ma patrie, le Burundi. Le Burundi se trouve au cœur de l'Afrique centrale. Situé au sud de l'équateur dans une zone tempérée, le Burundi est un pays montagneux et vallonné, toujours vert et possédant un riche patrimoine écologique. Ce qui lui a valu l'appellation de pays aux 1001 collines. Enfin, à l'aéroport international de Bujumbura. Je suis chaleureusement accueilli par Alphonse Fofo, un responsable de l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature. Ma première question porte sur le dernier éléphant du Burundi. L'éléphant était resté seul. C'est normal pour un pays qui venait de traverser une longue période de guerre, certainement que d'autres auraient été abattus. Mais l'autre là qui est mort en 2002 faisait la navette entre le Burundi et la RDC. Avec le passage des hommes armés là dans la réserve, ils l'ont abattu comme ils abattent aussi les hippopotames, qui sont les grands mammifères de la réserve. Nous sommes dans le secteur Rukoko de la réserve naturelle de la Rusizi. Le dernier éléphant du Burundi passait la journée de ce côté pour se nourrir des fruits des palmiers Efayens. Il rentrait ensuite le soir en République démocratique du Congo. Ces palmiers ne se retrouvent nulle part ailleurs qu'au Burundi et sont typiques du secteur de la Rukoko. La Rusizi est la plus grande et la plus longue rivière à l'ouest du Burundi. Elle arrose la plaine portant le même nom et alimente une végétation très variée. Avant la crise de 1993, le secteur Rukoko hébergeait toutes sortes d'animaux sauvages. Antilopes, potamochères, hyènes et bien d'autres encore. Il est aujourd'hui difficile de les voir. Beaucoup ont été tués ou se sont enfouis durant ces affrontements. En revanche, des milliers de vaches sont à présent établies dans ce secteur et aux alentours. Toutes les vaches qui étaient à Bujumbura ont été établies juste dans la réserve. Ce qui fait que ce n'est pas l'élevage en stabilisation. Ils sont obligés de bouger à l'intérieur de la réserve. Avec le piétinement, avec la collecte du bois de chauffage, avec la construction des étables, vous comprenez très bien que la réserve est très menacée. Le secteur delta du parc de la Rusizi s'étend sur un peu plus de 1000 hectares. Les eaux brunes de la Rusizi viennent s'y jeter dans les eaux bleues du lac Tanganyika,
de manière distincte et spectaculaire. La rivière Rusizi héberge dans le delta au moins 5 familles d'hippopotames, soit environ 200 individus. Les eaux du delta de la Rusizi hébergeaient le plus grand crocodile du monde, long de 6 mètres et surnommé Gustave. Cet animal hors du commun a d'ailleurs donné naissance en 2005 à un film Le monstre du Tanganyika. Le dendrocygne est un oiseau sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne quitte jamais le delta, contrairement aux oiseaux migrateurs que l'on peut voir entre début juillet et fin novembre, venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Certaines espèces se font de plus en plus rares, telles que les tortues, les antilopes, les potamochères ou les grues couronnées. La pression démographique, le braconnage, les crues d'eau de la Rusizi, parfois aussi les choix politiques, entraînent la dégradation du patrimoine écologique et des écosystèmes du delta de la Rusizi. Au cœur de ce delta, à la frontière avec la République démocratique du Congo, se trouve le village de Gatumba. Entre 1993 et 2002, sa population passe de 3 000 à plus de 30 000 habitants. Ceux-ci ont fui les guerres civiles successives du Burundi et du Congo. Cette population très démunie profite des ressources naturelles de la Rusizi. La viande d'hippopotame et de crocodile est très convoitée. Le braconnage a entraîné la mort d'au moins 3 crocodiles et 2 hippopotames par mois durant la guerre civile de 1993. De plus, la dégradation du parc est parfois la conséquence des choix gouvernementaux. En 1980, on crée une réserve avec 8000 hectares. Et puis en 2000, il y a une autre décision qui tombe, qui réduit la réserve presque de moitié. Vous comprenez très bien que c'est aussi un facteur de dégradation. Le fait d'attribuer les parcelles à côté, disons dans une zone qui devrait être une zone tampon, on y met des gens pour les constructions, pour les cultures, mais cela justement a un impact sur la réserve qui est juste à côté. Ce décret a malgré tout l'avantage de définir clairement la délimitation des aires protégées. Le parc de la Kibira constitue la plus grande forêt du Burundi, couvrant la crête Congo-Nil. C'est là que je décide de poursuivre mon voyage. Patrice Faye est passionné par les animaux et la nature, en particulier celle de la Kibira. Il est également réputé pour ses liens avec la communauté Batwa, pygmée du Burundi. C'est lui qui m'entraîne à la découverte de la Kibira. Au premier arrêt, sur une route qui mène à Musigati, un village de la province de Bubanza, nous sommes accueillis par des dizaines de Batwa. Tout au long de ce chemin en terre, les Batwa attendent Patrice.
Les Batois constituent la troisième ethnie avec 1% de la population burundaise, à côté des Hutus, 85%, et des Tutsis, 14%. 660. Les Batois mènent une vie précaire et sédentaire. Ils vivent traditionnellement et fondamentalement de la chasse et de la poterie à proximité de la forêt. Aujourd'hui, grâce à leur habileté, ils capturent des serpents, des grenouilles, des rats de brousse et autres animaux qu'ils vendent à Patrice Faye. C'est un petit peu la messe de la semaine. C'est une fois par semaine, je vais chercher la nourriture pour les serpents qui sont à Bujumbura, musée vivant, les miens. Et il y a des crocodiles, il y a un peu tout ça, donc j'achète des grenouilles, des cobayes, tout ce qui rampe, qui pique et qui pue. En fait, c'est la nourriture, quoi. Donc chaque semaine, j'ai un petit peu la messe, alors ils dansent, ils chantent, ils sont contents, ils me voient. Puis moi aussi, c'est mon petit plaisir. Puis j'amène toujours un peu des visiteurs aussi pour voir un peu, parce que c'est un petit spectacle, hein, évidemment. Après la transaction, nous nous dirigeons vers le mini-parc de Patrice Faye. Des femmes et des jeunes sont venus l'attendre pour lui proposer des poteries et de nombreuses variétés de petits animaux. Tiens, tu prends ça, tu compteras les souris. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Le mini-parc de Patrice Faye est un îlot naturel au sein du village de Musigati. En fait, j'ai acheté des bouts de terrain qui appartenaient à des personnalités ici et ça a fait quelques dizaines d'hectares. Avec la crise ici, c'est une zone rouge. On a eu beaucoup de problèmes pour accéder à cet endroit. Et donc c'est devenu une petite forêt vierge parce que tout autour, il y avait beaucoup de réfugiés, de déplacés. Donc il y a eu un déplacement intensif et intempestif. Donc il n'y a plus un arbre à l'horizon. Et c'est resté un peu comme une île au milieu de tout ce déboisement, parce que moi, quand je suis arrivé il y a presque 30 ans dans cette région, il y avait beaucoup de forêts. Il n'y en a pratiquement plus. Et il a vu un serpent. Ouais, un goya. Vise un peu, toi, regarde ça. Comment veux-tu voir ça? C'est une vipère du Gabon, elle était dans les feuilles mortes. Qui? Tu vois, c'est la même couleur que la feuille morte. C'est quel genre de serpent? C'est une vipère du Gabon, mais elle est maigre. Hein. Elle est maigre. C'est incroyable. Tu vois, regarde là. Mandez-vous est le chef des Batois de la colline Musigati. Il connaît très bien la forêt de la Kibira puisqu'il y est né. Il est l'un des rares Batois qui s'adonne encore à la chasse aux oiseaux. Avant d'aller à la chasse, il se rend dans un champ où il repère un arbre particulier, le muvumu, dont il recueille la sève. La sève mélangée à sa salive lui sert de colle pour capturer des oiseaux.
Impossible de filmer la capture, tant les oiseaux sont craintifs. Mais voici le résultat de la prise. Du côté de Musigati, la Kibira est difficile d'accès, en voiture et même à pied. La forêt est trop profonde et les versants trop abrupts. Seule solution, contourner la crête par le côté est en passant par Bugarama, plaque tournante liant la capitale Bujumbura à l'intérieur du pays. La Kibira est une forêt primaire encore très dense. Environ 40 000 hectares de verdure, puis des plantations de thé à l'infini. Le thé représente la deuxième culture industrielle d'exportation du Burundi, après le café représentant 20% des exportations totales. Il procure ainsi au pays des ressources financières considérables. Mais cette exploitation a occasionné la réduction de la réserve de la Kibira sur plusieurs hectares. Vous voyez, dans la vallée, il y a des forêts-galeries. Et ça signifie qu'au départ, partout, c'était une forêt, laquelle forêt a été abattue et substituée par la culture de thé. Voilà, c'est finalement la limite des plantations de thé de Tézan, d'où le départ de la vraie forêt de la Kibira. Première découverte, le ficus étrangleur. Un arbre géant de 8 à 10 mètres de circonférence. Au départ, un grain de ficus tombe sur un arbre primaire. Il se développe par ses racines qui descendent de part et d'autre et finissent par phagocyter l'arbre primaire. Cet arbre s'appelle Antandrophragma excelsum. Il est l'une des rares espèces d'arbres de la Kibira et même du pays. Reposons-nous un peu ici. C'est fatigant. Des cascades comme celle-ci, il en existe des dizaines dans cette forêt. Pratiquement 80% des cours d'eau du Burundi y prennent naissance. La Kibira est donc le poumon du Burundi. Il influence considérablement le climat des espaces environnants et de l'ensemble du Burundi. Couper les arbres et la végétation de la Kibira engendre donc un changement climatique qui dessèche les rivières et les lacs. Alors que la forêt du parc Kibira hébergeait de nombreuses espèces animales, singes, antilopes, serpents, oiseaux, une chose me surprend dans ma découverte de la Kibira. Plus j'avance, plus je me rends compte que je ne vois aucun animal. Ici encore, la crise a décimé le patrimoine animalier de cette belle forêt.
Beaucoup d'animaux ont été abattus ou ont fui le crépitement des armes à feu. En sortant de la forêt dense du parc national de la Kibira, je découvre au passage une autre communauté de Batois à Bousekera. 20 familles habitent ce village. Leurs ancêtres vivaient autour de la forêt et dépendaient de ses ressources. Magambo est le chef du village de Bousekera. Les hommes de sa communauté ont la réputation d'être de grands travailleurs, des artisans, forgerons pour la plupart. Ils disposent d'une case où exposer leur production artisanale, dont les ventes leur permettent de subvenir à leurs besoins. À quelques kilomètres du village de Magambo se trouve un second village de Batois à Bousekera, un endroit calme et bucolique. Lorsqu'arrive un touriste ou un visiteur, il est l'objet de l'intérêt de tout le village qui abandonne ses cases pour se grouper autour de l'inconnu. André est chef de ce second village. Père de 6 enfants, il est né sur cette colline qui a été transformée par les nouvelles plantations de thé qui ont remplacé la forêt primaire de la Kibira. André vit avec sa famille sur un lopin de terre de 64 mètres carrés. kubera ntidufise aho turima ntituronka ibiryo bikwiye iyo umuntu aturose urumva turapfa kunabana nyene kugira ngo turabe ukuntu turamuka murabona ibintu byarahindutse aho intambara itereye ubuzi busa nk'ubutagenda neza. Nourrir sa famille est toujours un défi pour ces Batois qui rencontrent des difficultés croissantes pour accéder aux ressources de la forêt, chasse, cueillette ou bois de chauffage. Dans ce village, les parents s'inquiètent du sort de leurs enfants qui voudront un jour se marier sans disposer de l'espace nécessaire pour construire une maison et cultiver afin de nourrir leurs enfants. hari nk'usanga nk'umuryango usanga afise nk'abana 9 nk'uyo rero igihe bageze kubaka bose ntawo bazoronka. Les Batois ont toujours considéré la forêt comme leur environnement naturel, tandis que les autres Burundais avaient des propriétés foncières bien délimitées. Du coup, quand a été créé un décret-loi de gestion des réserves naturelles, les Batois se sont retrouvés sans terre. Aho amategeko azi yo kubahiriza ikibira twibereye aho uyu muntu ashatse nk'agakwi aragenda gatorora aho mu nkaratuse nk'aho umuntu akamanura uduhehe duto akaba ari twa ashobora gukoresha. Ubu ivy'ikibira kirakingiwe gose kandi natwe irishira hamwe ryacu turimo twumva ngo rikingira ibidukikije. Rero natwe twaciye tuvyubahiriza nkuko nta uja mu kibira gusenya urukwe. Aujourd'hui, la vente de pots en terre demeure la principale source de revenus pour la plupart des familles Batois. La poterie reste une activité réservée exclusivement aux femmes. Le processus exige un travail de longue haleine et beaucoup de doigté. Malheureusement, avec l'arrivée des ustensiles en aluminium, la demande en pots de terre a considérablement diminué. Un pot achevé coûte aujourd'hui 300 francs burundais, soit moins de 20 centimes d'euros.
Et encore, faut-il en appeler aux esprits de ses ancêtres pour que tous les pots cuits sortent indemnes du feu. hagize uyikorako afise umutwe mubi ugize ngo ushire mu ziko bica bimenagurika byose. Komwe ntumenya ufise umutima mubi n'udawufise? Ntabyo tumenya. Mugabo urumva nk'umuntu tubishize mu ziko tukabona biciye biguma bituragurika nka kujya kw'inkoko. Uyo muntu aba afise umutwe mubi. Au fur et à mesure que les femmes retirent les pots du feu, j'ai le cœur gros en constatant en même temps qu'elles que tous les pots sont cassés. Leur chagrin est intense. Les femmes ont alors recours à la superstition. abagiye mu mawesi bica bimera nabi mugabo nka mwebwe nta mitwe mibi mufise imitwe mibi tuyigiriwe n'ababa iri shengero ryakoraniyeho. Les pauvres femmes savent que le lendemain, elles n'auront rien à vendre et donc peu de chances de gagner de quoi manger. Cet incident malheureux ne les empêchera pourtant pas de danser autour du feu, afin de se remonter le moral et d'insuffler à toute la communauté un nouvel espoir. Après une nuit dominée par la superstition au village, dès le petit matin, Kinoono, le guide batois de Busekera, m'amène comprendre la dégradation de la Kibira. Ikibira gihe navukira ngaje ari kibira kinini kandi kiteranye ibiti bikomeye bitaracibwa. Je naje naragitinya. Ariko burabona nyine kimeze nyine bacononye. Ibikoko byariyo inkima imafu ariko zagiye zihera kubera abantu bagiye bonona ikibira baca amakara abandi baca ibiti cyane cyane byagizwe mu ntambara urabona ngene abategetsi bari bahari mu ntambara ngene bagiye babwiranya ngo kugira muteme ikibira ngo niho umwasazanana ngo turabe kucobona ariko urabona ibintu byarahonye. Au plus fort de la crise, les rebelles et l'armée régulière burundaise ont mené de sérieux affrontements à ce niveau de la forêt. Stratégie: dégager la route numéro 1, 100 mètres, de part et d'autre. Résultat: dégradation des essences autochtones et 125 hectares de forêt déboisées et brûlées. Bonjour. Dans un pays en développement à 90% rural, les populations recourent au bois pour la cuisson des aliments. En effet, l'accès à l'électricité est un luxe au Burundi. La forêt en pâtit donc inexorablement. Mais quand tu as coupé jusqu'au cœur, les insectes ils passent par là, ils montent, et c'est eux qui sont en train de tuer l'arbre, tu vois. De l'intérieur, là, il a encore un petit peu de sève qui doit monter, mais plus suffisamment. Il a été affaibli, là c'est fini. Hein. Mais ouais. Après le parc de la Kibira, je me dirige vers l'est du pays où je découvre le parc de la Ruvubu. La Ruvubu,
C'est aussi la grande rivière qui prend sa source dans la Kibira et arrose près de 50 000 hectares de terre, constituant la plus grande réserve naturelle du Burundi. Sylvestre est un guide du parc de la Ruvubu depuis une vingtaine d'années. Ce matin, il m'attend comme convenu au carrefour de 2 sentiers, à la sortie de la ville de Muyinga. C'est lui qui me fait découvrir ce parc. Le parc de la Ruvubu est une savane parsemée de galeries forestières. Il est constitué de savanes arborescentes, boisées et herbeuses. Quelques minutes de marche et soudain, des buffles. Le parc de la Ruvubu héberge plus de 2000 buffles, dits buffles du Cap. Le plus gros peut dépasser 1 tonne. Le guide Sylvestre m'avait expliqué qu'un troupeau de buffles est moins dangereux qu'un buffle solitaire. Les buffles ont le réflexe dans un premier temps de se sauver afin de s'éloigner du danger potentiel. Puis ils s'arrêtent et reviennent découvrir la nature du danger qui les guette. Réconforté par la présence de mon guide, je garde donc mon calme pour les observer face à face. Indoogni, ou waterbuck en anglais, constitue la plus importante des 6 espèces d'antilopes du parc de la Ruvubu. Les Indoogni broutent souvent sur les collines, mais elles descendent dans la vallée en saison sèche, où les marées maintiennent encore de l'humidité et gardent l'herbe tendre. Chaque fois que nous avançons, le moindre bruit de piétinement sur l'herbe les alerte. Les Indoogni perçoivent le danger grâce à leur ouïe fine. Évariste est le chef adjoint du parc de la Ruvubu. Il me conduit sur une colline appelée Ryagasozi. Du sommet de la colline, le parc de la Ruvubu se fait découvrir à 360 degrés. Je suis venu visiter ce site en saison sèche. Le paysage est gris à cause de la chaleur tropicale. Je vois des braconniers là-bas. Où ça? Là, à côté des papyrus. Regardez bien. Ouais. Oui. Ils sont à peu près combien là? Une dizaine. Est-ce que d'ici il y a moyen de les attraper? Pas possible. Il faut d'abord descendre la colline, ils seront partis. Sur tout le parc de 50 800 hectares, on a 50 personnes à surveiller le parc, de part et d'autre, que ce soit du côté Muyinga, du côté Chankuzo, Ruyigi et Karuzi. On a 50 personnes à surveiller ce parc. Nous avons peu de moyens.
nous avons 2 seules motos pour sillonner tout le parc. Il y a des populations qui vivaient jadis dans le parc, mais qui sont installées sur les périphéries. Ce sont ces gens qui viennent faire le braconnage, tuer les animaux et les manger. Il y a aussi, du côté de la frontière tanzanienne, il y a des Tanzaniens qui viennent. Eux, ils ont des moyens plus sophistiqués, ils ont des fusils. Ils sont rodés dans son métier de chasseur. Le braconnage est une pratique très ancienne. Mais depuis 1980, une nouvelle réglementation impose un code de gestion des réserves naturelles et celui qui se fait prendre est sévèrement sanctionné. J'ai rendez-vous avec M. Sebouchao, le plus grand braconnier de l'histoire dans la région de Muyinga Chankuzo. Ku by'uruhigi je nahize kera nkiri umwana aho ni kuri Mwambutsa jemere nari maze kwica imboga z'inyonera zitatu paraki ije narishe igikoko banje amahera naciye mpakanira ngaho ese nzosubira muri paraki y'abandi. Murakoze nibiki ubutumwa bw'iwaje ubutumwa bw'iwawe murakoze turabe yewe Un jeune buffle a été tué la nuit dernière. La pauvre bête est amputée de 2 de ses membres. Je replonge malgré moi et douloureusement dans le souvenir du dernier éléphant abattu. Comment peut-on perpétrer un acte aussi cruel? Zonona nk'ibiharage turimye ntidusarura, ibijumbu duteye ibijumbu ntidukura, amasaka tubivye amasaka ntidukura, nk'ibitoke vyo murabona ngaho ingene zabihuye. Umva rero byose nta na kimwe twege tujya dusune ntudafise amafaranga ngo aze gukodesha inyuma y'umusozi ngaha tuhabaye kubw'amakenga nk'ushaje adashoboye kurarira ntajya. Turaba ibirenge byayo umutambwe wayo ingene ngana tugaca dukuraho intambuko tugaza kwimba ca kinogo mu mbavu nayo dupima imetero imwe yo hejuru hasi tukagira inusu y'imetero kugira ngo igishike hasi. Kigeze hasi kikagirwa amaguru ntashike hasi kuko gikojeje amaguru hasi gica cimba kikaduga kikahafurira kigaca kivamo. Des hommes en uniforme ont dépecé l'animal tôt le matin, avant l'arrivée des agents de l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature. Finalement, pas de négociation. Il faut respecter la consigne comme tout le monde. Il ne faut jamais s'approprier un gibier avant de montrer le butin aux responsables de l'Institut. Comment peut-on assurer simultanément la protection des animaux tout en sauvegardant les intérêts des populations avoisinantes et en préservant leurs champs? Les feux précoces, comme on les appelle ici, sont organisés par l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature chaque année au début du mois de juin, au commencement de la saison sèche. D'après les responsables de l'Institut, à cette période, l'herbe ne peut pas brûler intégralement, car elle est encore partiellement humide. Elle repousse rapidement et permet le pâturage des bêtes du parc durant la saison sèche. Le choix des secteurs pour les feux précoces permet de sauvegarder la faune locale. Par ailleurs,
Les feux précoces servent à dissuader les feux criminels, aussi bien du côté burundais que tanzanien. Du gîte où je passe la nuit, je vois au loin des flammes s'élever. Est-ce des feux précoces qui se sont prolongés tard dans la nuit ou des feux criminels? Je décide de m'en approcher. Je ne pouvais pas mesurer l'ampleur des dégâts. Finalement, ce sont des feux criminels. En cet été 2008, j'apprends que 70% du parc de la Ruvubu ont été touchés par des feux criminels. Je comprends dès lors pourquoi il est rare de voir des oiseaux ou d'autres animaux. Face à la dégradation des parcs, quel peut être l'avenir de l'écotourisme? Nous sommes en train de sensibiliser les autorités compétentes que ces parcs doivent être gérés d'une façon professionnelle. Ces parcs demandent un soin particulier. Il y a des animaux qui évoluent dedans. Ces animaux, on doit savoir comment ils se portent. Il faut les soigner, il faut les aider à mieux se reproduire. Et ensuite, il y a des animaux qui ont disparu. Vous savez qu'au Burundi, dans le temps, on avait des grues couronnées, par exemple. Nous avions d'autres espèces d'oiseaux qui ont complètement disparu parce que leur milieu naturel a été déstabilisé. Afin de me changer les idées, je me rends pour la première fois chez Sylvestre, mon guide. Sylvestre est un déplacé du parc depuis 1983. Comme les autres paysans, il a été installé ici sur la colline de Nkoyoyo par la nouvelle politique de délimitation des aires protégées. L'adaptation n'a pas été facile. byaragoranye cyane je natunzwe nuko nari nkiri umusore ico gihe nari mfise imyaka 23 nakubwiye ko hari mu 83 umunsi mfise 48 naho ubuzima rero bwari bugoye naho bwokagora ku musore ntaco bimugira mugabo batama batuvyaye barahonye kubera ku ruhanda biragoye kandi ibaze nko kuva mu itongo ryawe rya so na sokuru amata y'inka n'ayisuka yariho ukacuza gushinya amenyo mu nyovu n'ahantu hari ibibugu rimwe no kwita sikoropiyo ishamba ryagereza hariya hejuru mbere iyo twari tuvuye ryari rikeya nuko hari akarimbi ka parike gusa ho ryari nyamukuru haraha mbere n'imbogo zimwe zariho tucayo turanyurano zisubira hariya iyo tuvuye hanyuma tuca turahaduka turaharima. Malgré les conditions d'adaptation à ce nouvel environnement, la majorité des paysans de Nkoyoyo adhèrent à la politique de protection des parcs et de leurs écosystèmes. Pour conclure ma découverte du patrimoine écologique de la Ruvubu, Sylvestre me réserve une surprise. Barata Kanwa est également un déplacé du parc de 1983. Il est auteur-compositeur de la colline de Mageni à Muyinga. Ces deux femmes sont chanteuses et l'aident à finaliser ses compositions. Passionné d'art et d'environnement, il a composé une chanson sur la Ruvubu qu'il a apprise à toute sa famille. Parike, yororero ry'inyama
Le lac Rwihinda, appelé lac aux oiseaux, est l'un des 10 lacs situés au nord du Burundi. Une île verdoyante se trouve au milieu de celui-ci et de nombreuses espèces d'oiseaux, sédentaires ou migrateurs, y cohabitent. Pour avoir la chance de voir les oiseaux, je me suis réveillé à 5 heures du matin, juste avant le lever du soleil. Ce matin, mon envie de découvrir ce lieu magique m'aide à vaincre ma peur de l'eau et à monter pour la première fois dans une pirogue. Dans cette zone, on comptait autrefois une vingtaine d'espèces d'oiseaux sédentaires et une dizaine de migrateurs. Depuis quelques années, les paysans ont poussé plus loin la houe et ont exploité tout le littoral du lac. Les plantations de bananeraies et autres cultures vivrières ont remplacé les arbres qui constituaient le perchoir et le lieu de repos de ces oiseaux. En principe, la loi impose de laisser 50 mètres de terre libre sur le littoral. Une solution: intégrer les populations dans la gestion du lac. Une stratégie pour repeupler la faune ornithologique du lac aux oiseaux. Laisser les bananeraies mourir naturellement sur une bande de 50 mètres autour du lac. Se laver, boire, cuire, laver les habits. Des besoins qui amènent les populations riveraines à exploiter les lacs, source d'eau la plus proche pour eux. Mon voyage à travers la nature burundaise prend fin avec le lac aux oiseaux. Une évidence, l'homme et son environnement sont dépendants l'un de l'autre. Mais les parcs méritent une attention constante face aux dangers qui les menacent. On voit que la principale cause de la dégradation de ces écosystèmes naturels, ce sont les feux de brousse, comme on le dit, les incendies criminels. Il y a aussi des exploitations abusives pour des spéculations économiques, ça tout le monde le sait, et surtout à partir des années 90, après l'éclatement de la crise sociopolitique. C'est vrai, on a évoqué la pression démographique, mais ça ne devrait pas rester la seule raison fondamentale. Il y reste des mesures de bonne gouvernance qui devraient s'appliquer de manière rigoureuse. Les parcs nichés au cœur des 1001 collines constituent une inestimable richesse pour le Burundi et devraient être pour tous les Burundais un sujet de fierté. Mais la menace pèse. Que va-t-il rester de cet héritage si la faune et la flore de ce pays subissent le même sort que le dernier éléphant du Burundi, disparu à jamais et qui ne ressuscitera pas? Il est beau,
à Bujumbura, la belle plage du lac Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les bureaux, les bons poissons, Mukeke Nandagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, l'Okier d'Afrique, Burundi, il y a vraiment tellement de choses. Le thé, café, la bière de banane, Akawa Mumukuza, les lacs aux oiseaux, Cho, Agüero, Kanzigi. Il est beau,